Bon, allez, on s'y remet. On éteint, s'il vous plaît. On éteint également ces téléphones. Allez, on y va. Le débrief, saison 2, première. Chers amis du débrief, bonjour. Après plus de 6 mois de pause, je suis ravie de vous retrouver et je vous l'avoue, vous m'avez manqué. Ça m'a manqué de pouvoir disséquer et commenter l'actualité africaine avec vous chaque semaine. Et oui, l'émission préférée de votre président africain préféré est de retour. Alors, pendant que nous n'étions pas là, l'Afrique, elle, ne s'est pas arrêtée pour autant, loin de là. Certes, l'émission était momentanément à l'arrêt, mais j'ai continué, comme vous, de suivre les informations à échelle panafricaine. Et comme vous, j'ai oscillé entre espoir et désillusion. Que ce soit les élections en Guinée ou en Côte d'Ivoire, la tuerie de Kumba au Cameroun, la révolte contre les violences policières au Nigeria, la répression au Zimbabwe, le décès de Jerry Rawlings ou le conflit du Tigré en Éthiopie, 2020 nous aura poussés dans nos retranchements. Avec le retour d'un éternel débat quand même. Est-ce que l'Afrique est faite, voire prête pour la démocratie? En gros, tel le dernier chanteur à la mode que je ne nommerai pas, est-ce que la démocratie n'est pas un peu surcotée? Vous avez probablement déjà eu vent, ou même participé à ces discussions très animées, j'en suis sûre. Avec d'un côté celles et ceux qui considèrent que le continent africain serait en quelque sorte maudit, ou mal équipé en tout cas pour appliquer la bonne gouvernance à l'occidental. Il paraît que ça ne correspond pas à nos coutumes et traditions, que nous ne serions pas assez matures, je cite, pour cela, que les Africains seraient des individus qui préfèrent la figure du chef autoritaire, surtout quand il est âgé et au pouvoir depuis au moins 20 ans. Et puis il y a l'autre camp, celui des idéalistes, ceux qui croient que seule la lutte libère des tyrans, que la population africaine n'est pas condamnée à l'asservissement perpétuel, qu'il faut se battre pour le moindre petit bout de liberté car notre futur collectif en dépend. Peu importe le camp auquel vous appartenez, je crois qu'un sentiment nous a quand même toutes et tous réunis au sortir de cette année interminable, c'est le sentiment de lassitude. Alors oui, il y a eu de bonnes nouvelles quand même, les scrutins au Burkina Faso et dans les Seychelles se sont bien déroulés. Le président du Niger a annoncé qu'il ne ferait pas de 3e mandat. Le gouverneur de Nairobi a finalement été démis de ses fonctions. Le Malawi a réorganisé avec succès des élections présidentielles frauduleuses. L'Afrique a globalement eu un taux de mortalité lié au corona plus bas que prévu, mais bon, ça c'était avant la fameuse 2e vague. Oui, il ne faut pas tout peindre au vitriol, mais alors que nous entamons une nouvelle année et que de nombreuses échéances électorales nous attendent, la question se pose à nouveau. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On devient cynique, on s'occupe juste de notre petite routine quotidienne et on laisse nos chers papis politiciens continuer leur petite cuisine composée d'une pincée de modification de la Constitution, une cuillère à café de répression armée, un zeste de censure, des kilos de corruption et bien sûr une cuillère à soupe de captation de biens publics. Ou alors, on prend le risque de s'indigner, de dénoncer, de combattre, quitte à y laisser son travail, sa liberté, sa santé, voire sa vie. Alors courage, fuyons, ou courage, osons. À chacun probablement de faire ses choix en toute conscience, on ne va pas le décider ici. Ceci étant, 2020 a aussi montré que malgré son sentiment désabusé, la jeunesse africaine, ou en tout cas une partie d'elle, a su tenir tête. Je pense bien sûr aux jeunes du mouvement EndSARS au Nigeria, ça c'est sûr, mais il y a aussi eu ces jeunes femmes en Namibie qui ont protesté pendant plusieurs jours contre les violences faites aux femmes. Il y a également eu ces jeunes Angolais qui ont tenu à dénoncer la corruption de leur gouvernement. On pense aussi aux jeunes Camerounais qui sont descendus dans la rue malgré un déploiement clairement disproportionné des forces de l'ordre. Certes, vous me direz, à quoi bon ? Tout ce sang, toutes ces larmes, toutes ces heures de discussion. D'ailleurs, à quoi bon dénoncer ? À quoi ça sert que je m'assieds ici toutes les semaines pour vous informer sur des mots que vous ne connaissez que trop bien? À quoi bon? Ne vous inquiétez pas, je me suis beaucoup posé la question en préparant cette 2e saison. Est-ce qu'il fallait que je revienne encore vous dire que tel guide suprême rempile pour un 15e mandat consécutif? Que je vous parle encore de tel activiste arrêté chez lui parce qu'il a posté une caricature sur Twitter? Que je vous raconte comment telle présentatrice du 20h sur une chaîne nationale s'est retrouvée engluée dans une affaire de détournement de fonds publics? Vous savez quoi? Eh bien oui, je vais continuer à le faire et je préfère vous prévenir. Pour cette saison 2, vous et moi ne serons pas toujours d'accord sur tout et ce n'est pas le but d'ailleurs. Le but, c'est que nous puissions au moins ouvertement émettre des critiques sur des systèmes qui n'ont que trop duré, qu'on puisse relayer des actions individuelles ou collectives sur le terrain et ricaner un peu en buvant du thé aussi, c'est pas mauvais.
Comme pour la première saison, donc, je vous promets de l'info, du commentaire franc, de la bonne rigolade, de belles découvertes, des initiatives à connaître et bien sûr de l'Afrique à 1000%. Parce que même si elle nous désespère par moments, on l'aime passionnément, notre Mama Africa. Je suis Paola Audrey et j'ai l'immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans le débrief saison 2. C'est une des petites nouveautés de cette nouvelle saison. Nous vous donnons la parole dans le débrief. Vous pouvez désormais réagir à l'actualité africaine en nous laissant un message vidéo sur notre répondeur. Qu'est-ce qui vous a émerveillé, choqué, énervé ou impressionné ces derniers jours sur le continent africain? Dites-le nous. Pour inaugurer cette rubrique, on a un message d'un spectateur. C'est Cédric Aymar. On l'écoute. Salut à toute l'équipe du débrief, moi c'est Aymar, débriefeur de la diaspora, et pour cette première de la saison 2 du débrief, je voudrais qu'on aborde ensemble la thématique des campagnes vaccinales sur le continent africain. En effet, on observe d'une part la prolifération plutôt récente mais rapide du variant sud-africain sur le continent, et d'autre part une quasi-absence de campagne vaccinale, hormis le cas des Seychelles qui demeure à ce jour l'unique État africain à avoir entamé une campagne de vaccination sur son territoire. L'acquisition des doses de vaccins par les États africains devrait vraisemblablement se faire de deux manières. La première, c'est le classique programme international, en l'occurrence COVAX, qui permettra aux fameux pays du Sud de bénéficier d'un certain nombre de doses de vaccins, en l'occurrence Pfizer, AstraZeneca, Moderna et j'en passe. La deuxième, c'est plutôt des accords bilatéraux entre États. Un certain nombre de pays ont eu la capacité de mettre en place leur propre vaccin et le fourniront aux États africains qui en formuleront la demande, sous forme de dons, de collaborations, de prêts et j'en passe. C'est notamment le cas du Maroc avec le vaccin chinois Sinopharm et le cas de l'Algérie avec le vaccin russe Sputnik. Ça nous donne une idée plus ou moins précise des présentes ou futures influences géopolitiques sur le continent, mais ça, c'est un autre débat. Merci Cédric Aymar pour ce message. On n'a effectivement pas fini d'entendre parler de ces vaccins. Si vous souhaitez également apparaître dans la rubrique de la semaine prochaine, envoyez-nous une vidéo d'1 minute 30 maximum sur WhatsApp au numéro qui s'affiche. N'oubliez pas de vous présenter, nous dire dans quelle ville vous vous trouvez et présenter votre sujet. On attend vos vidéos. On va maintenant passer aux news de la semaine. C'est parti. Nous sommes encore dans le premier mois de l'année 2021, c'est donc l'occasion de rappeler les quelques échéances qui nous attendent. Il y a d'abord la ZLEC, Zone de libre-échange continentale africaine, qui est rentrée en vigueur depuis le début de l'année, plus tard que prévu à cause de la pandémie. La ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, est enfin entrée en vigueur ce 1er janvier 2021. Cette ZLECAf est porteuse d'espoir car elle est censée porter à 60% le niveau du commerce intra-africain d'ici 2034, contre 16% aujourd'hui. Mais à l'instar de nombreux projets de l'Union africaine, cette ZLECAf ne risque-t-elle pas, elle aussi, de se sécher uniquement sur le papier? Quelles sont ses chances d'application et les modalités de sa mise en œuvre? Il y a également la question de l'éco, cette nouvelle monnaie censée remplacer le franc CFA en Afrique de l'Ouest et qui sera probablement au cœur de l'actu africaine cette année, au même titre que les vaccins anti-Covid. Mais surtout, 2021 est une année électorale chargée avec des élections présidentielles, législatives, municipales et régionales dans pas moins de 13 pays d'Afrique subsaharienne. Rien que ça. Alors, après l'Ouganda en janvier, dont on parlera tout à l'heure, c'est la République fédérale de Somalie qui aura l'opportunité d'élire son président le 8 février prochain. L'élection se fera au suffrage universel direct, une première depuis les législatives de 1969 et les présidentielles de 1986. Au Niger, où le président sortant Mahamadou Issoufou s'est abstenu de réécrire la constitution pour briguer un troisième mandat, on assiste à la première transmission pacifique et démocratique de l'histoire du pays. Le deuxième tour aura lieu le 21 février. Le 21 mars au en République du Congo, un dinosaure est candidat à sa propre succession après 36 ans de pouvoir.
Entre-temps, la fédération de l'opposition, menée par Claudine Mounari, a appelé en vain à un dialogue pour une transition politique et une élection reportée en 2023 sans Denis Sassou Nguesso. Les élections présidentielles à Djibouti auront lieu les 9 et 23 avril. En septembre dernier, le parti principal d'opposition a saisi l'Union africaine pour faire part de son inquiétude quant à l'intégrité du vote. Malgré la dénonciation et une série de fraudes et dysfonctionnements jamais corrigés, Ismaël Omar Guelleh, 73 ans et au pouvoir depuis 21 ans, sera candidat dans ce pays où l'âge médian de la population est de 24 ans, comme d'habitude. Au Bénin, le 11 avril, le président sortant Patrice Talon, qui avait promis de quitter le pouvoir après un seul mandat, se présentera face à une opposition réduite à l'impuissance à cause du nouveau système de parrainage. Ne vous inquiétez pas, lors de cette saison, nous reviendrons longuement sur les pagailles de cette présidentielle béninoise. Au Tchad, ce même 11 avril 2021, son Excellence le maréchal Idriss Déby entend profiter de sa modification de la Constitution en 2018. Après 5 mandats et 30 ans au pouvoir, tout porte à croire qu'il briguera son 6e mandat. À Sao Tomé et Principe, l'archipel connu pour sa stabilité et l'alternance démocratique élira son président le 31 juillet. Le président sortant Evaristo Carvalho, dont l'élection a été entachée par le boycott au second tour de l'opposition, sera candidat à sa propre succession. En Zambie, le 12 août, le président sortant Edgar Lungu, contesté et critiqué à cause des crises traversées par le pays, essaiera de briguer un second mandat. Au Cap-Vert, les élections auront lieu le 17 octobre. La République du Cap-Vert n'ayant pas de limitation de mandat présidentiel, mais chut, faut pas le dire trop fort, sinon ça va donner des idées à certains. On verra si le président Jorge Carlos Fonseca se présentera pour un 3e mandat de 5 ans. On finira l'année en Gambie, le 4 décembre, où l'on retrouvera Adama Barrow, le champion de cette opposition qui a enfin réussi à faire partir le dictateur Yahya Jammeh en 2016. Et si vous n'avez pas suivi, je vous renvoie vers l'épisode 13 de la saison 1. N'ayant pas tenu sa promesse électorale de ne rester au pouvoir que 3 ans, il est candidat à sa propre succession. Tiens donc, un autre qui arrive en sauveur promet de ne pas rester très longtemps et finalement l'appétit venant en mangeant, bref. Pour finir ce tour d'horizon électoral, il y a également des élections législatives et locales importantes à mentionner, notamment la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie. Comment se présentera l'opposition ivoirienne lors des législatives du 6 mars 2021? Est-ce que ce sera un nouveau boycott après celui des élections présidentielles de 2020 ou alors ce sera une coalition unique? La question est posée. Le 5 juin 2021, le peuple éthiopien, quant à lui, marqué par le conflit régional du Tigré, devra voter lors d'élections législatives, municipales et régionales. Toujours au chapitre élections, c'est donc l'Ouganda qui a eu l'honneur d'ouvrir le bal cette année. Et pour celles et ceux qui avaient peut-être, comme moi, émis le souhait d'une année politique 2021 plus démocratique et pacifique sous nos tropiques, je suis dans le regret de vous annoncer, chers amis, que ça commence très mal. C'est au terme d'une élection mouvementée et tout sauf transparente, bien sûr, que la commission électorale ougandaise a proclamé le samedi 16 janvier la victoire pour un 6e mandat de Yoweri Museveni, 76 ans, avec 58,6% des voix. Le résultat proclamé n'a surpris personne, mais le score était presque, je dirais bien presque, crédible. C'est déjà un peu plus subtil que les 94,27% qu'on a vu quelque part il n'y a pas très longtemps. Sur d'autres points, par contre, le président sortant en Ouganda ne s'est pas donné la peine de faire semblant pour sauver les apparences. Blocage des réseaux sociaux, refus d'accréditer les observateurs de l'opposition, de l'UE et des États-Unis, commission électorale contrôlée par son régime, répression des manifestants ou activistes de l'opposition, il n'a rien laissé au hasard. Son principal opposant, Robert Kyagulanyi, dit Bobi Wine, arrivé second avec 34,8% des votes, dénonce l'élection la plus frauduleuse de l'histoire de l'Ouganda. Une déclaration qu'il a d'ailleurs faite depuis son domicile, encerclé par les soldats et la police, où il est assigné à résidence depuis le 14 janvier, avec interdiction de visite ou de sortie. Alors, à ce moment précis, je parie que vous avez comme une impression de déjà-vu, n'est-ce pas? Bref, poursuivons les festivités. Désormais prisonnier dans sa propre maison, c'est sur les réseaux sociaux ou à travers certains médias encore à sa portée que le candidat malheureux rend compte de sa situation. Il y explique par exemple que sa femme, sa nièce et lui-même sont à court de nourriture et sans possibilité de s'en procurer. Figurez-vous que même l'ambassadrice américaine, Madame Brown, venue lui rendre visite, s'est vue refuser l'entrée du domicile par les militaires du régime. Le trentenaire, considéré comme le porte-parole de la jeunesse ougandaise, en appelle sans succès depuis plusieurs jours à l'aide de la communauté internationale. J'ai pensé que je devais informer le monde que nos vies sont en danger.
Et si quelque chose devait arriver, au moins, nous aurons eu la chance d'exposer tout ce qui se trame contre nous. Le jeune député, l'ancien chanteur populaire qui a osé défier le président sortant, accuse. Selon lui, certains militaires ont pénétré dans son jardin sans donner d'explication, l'ont braqué avec un pistolet et ont battu son gardien. Il se considère prisonnier. Mais où est l'Union africaine? Que fait la communauté d'Afrique de l'Est? Comme pour les précédentes élections problématiques, on se demande à quoi servent ces instances quand il s'agit de protéger les populations et leurs libertés. Mais s'il faut voir les choses sous un angle positif, le régime Museveni a fortement participé à la naissance d'une égérie internationale, voire un martyr pour certains. Bobi Wine jouissait déjà d'une certaine notoriété, mais ces dernières semaines, son combat a connu un retentissement médiatique sans précédent. Je recommande d'ailleurs à ceux qui sont à l'aise avec la langue anglaise de jeter un coup d'œil à ce documentaire de la chaîne DW sur le parcours de ce chanteur populaire devenu député, puis première figure de l'opposition dans son pays, en plus d'être déjà comparé par quelques-uns à Thomas Sankara. Rien que ça. Ce documentaire revient notamment sur les débuts politiques de l'artiste, lorsqu'en 2018, il s'est opposé à la loi qui modifiait la limite d'âge pour se présenter au présidentiel. Une disposition spécialement mise en place pour permettre à Museveni de présider l'Ouganda à vie. À l'époque d'ailleurs, Bobi Wine déclarait « Il faut protéger la Constitution avant que la Constitution ne protège plus la population ». Qualifié de marionnette de l'Occident par ses détracteurs, Bobi Wine est désormais également une figure qui rassemble et inspire au-delà des frontières ougandaises. La suite de son combat dans un prochain épisode du débrief. Dans le reste de l'actualité africaine ces derniers jours, il n'y a pas que la politique ou le Covid. Il y a bien évidemment les cancans, le Congo sale, les affairages, le songi-songi, le thé. Bref, vous avez compris. On a donc démarré 2021 avec un scandale lancé par les compagnes un peu trop bavardes d'un très célèbre mais discret homme d'affaires nigérian. Il y a également eu la sortie d'un ancien international ivoirien forcé de révéler publiquement son divorce après la fuite d'une vidéo, disons, très bordante. Mais il y a également les 1001 couacs liés à l'organisation du championnat d'Afrique des Nations. Cette compétition de football organisée tous les 2 ans par la CAF a lieu au Cameroun et comme il fallait s'y attendre, n'est-ce pas, le pays organisateur n'a pas fait mentir sa réputation. Tel que le rapporte le site AfriPulse, l'équipe du Niger par exemple s'est retrouvée abandonnée à son hôtel par le chauffeur qui devait les amener à leur conférence de presse le 16 janvier 2021. Pour cause, une grève pour non-paiement, mouvement suivi par d'autres chauffeurs qui réclament le versement de leurs frais par le comité d'organisation. Pour une fois que ce ne sont pas les joueurs qui réclament leurs primes, chacun son tour, n'est-ce pas? Puis il y a eu cette chauve-souris morte retrouvée en plein milieu du terrain. Une affaire drôle rapportée par le média SoFoot sur son site web. En effet, la veille du match qui opposait le Zimbabwe au Cameroun, le cadavre d'une chauve-souris a été repéré sur le terrain et cet acte supposé de sorcellerie expliquerait, d'après le sélectionneur du Zimbabwe, pourquoi le Cameroun aurait gagné le match 1-0. Décidément, entre le corona et le football, les chauves-souris sont un peu responsables de tous les malheurs du monde en ce moment, les pauvres. Et enfin, toujours dans cette rubrique spéciale CHAN, on a gardé le meilleur pour la fin. Un des stades s'est retrouvé dans le noir en pleine compétition. En effet, à quelques minutes du début du match entre le Rwanda et l'Ouganda le 18 janvier, une coupure d'électricité est survenue au stade de la réunification de Douala aux alentours de 19h45 suite à une défaillance de groupe électrogène d'après plusieurs médias camerounais. La coupure n'a pas duré très longtemps, mais suffisamment en tout cas pour être largement relayée et surtout commentée sur la toile. Alors c'est sûr, le Cameroun n'est pas le seul pays où ces incidents surviennent. On l'a vu en France ou au Rwanda justement. Mais disons-le, cette coupure n'est pas du meilleur effet, alors que l'organisation de cette compétition par le Cameroun, en pleine pandémie en plus, est déjà très critiquée. Mais que voulez-vous? Le Cameroun, c'est le Cameroun. On va faire comment, comme on dit là-bas. Dans le reste de l'actu, on a la Côte d'Ivoire qui a décidé de s'attaquer à un problème fondamental, les telenovelas dans les hôpitaux. D'après le site 7info, le ministère ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique ne veut plus que des postes téléviseurs se retrouvent installés dans certaines salles au niveau des hôpitaux. Ces appareils détourneraient les agents de santé de leur travail. Toujours d'après ce média, citant une note de service émanant du ministère et datant du 15 janvier, on constate une dégradation des services dans les établissements sanitaires et plus particulièrement dans les maternités. Mauvais accueil, prestataires occupés à regarder la télévision, Novelas en particulier, prestataires aussi absents au poste de garde ou encore retard dans la référence des clients. Cette situation serait en partie due à la présence de postes de télévision dans les salles de garde. Fin de citation.
Du coup, c'est terminé. Les membres du personnel de santé seront désormais privés de Love Story en 75 épisodes entre le riche Ricardo et la pauvre Isabella, sans oublier bien sûr la méchante Yolanda prête à tout pour parvenir à ses fins. Quel drame! Oh, mais comment est-ce que ça puisse produire? Comment, Anita? Dis-moi, mais on méritait pas ça tous les deux, enfin. Non, Maria, c'est vrai, vous ne méritiez pas ça. Mais comment ça se fait? Comment c'est possible, ça? Diego! Maria, du calme, calme-toi, je suis là, du calme. Bon, sinon, bravo au ministère de la Santé, bien sûr. Ce serait d'ailleurs sympathique si certaines PME ou petites entreprises du secteur privé pouvaient s'en inspirer, notamment dans la restauration et les salons de coiffure, n'est-ce pas? Comme la saison précédente, nous conclurons chaque émission de la saison 2 avec de la culture. Et pour commencer, on va parler fiction. Après une année 2020 particulièrement éprouvante pour les séries et les films, l'optimisme est, disons, plutôt mesuré. Et pour cause. On a appris par exemple il y a quelques semaines que Queen Sono n'aurait pas de deuxième saison. Lancée en grande pompe en février 2020 par Netflix, cette série qui racontait la vie trépidante d'une agence secrète sud-africaine était la toute première fiction africaine originale entièrement produite par le géant du streaming. Alors quelles sont les raisons invoquées pour l'arrêt de cette série ? Selon certaines sources officielles, la pandémie aurait causé d'énormes retards et des imprévus budgétaires, mais d'autres sources évoquent le fait que la série n'aurait pas eu le succès d'audience attendu. Dans tous les cas, c'est bien dommage, mais l'actrice principale, Pearl Toosey, en est déjà à son prochain projet et on n'a donc pas fini de la voir. Par ailleurs, une pétition circule actuellement sur Twitter pour exiger de Netflix qu'il produise une deuxième saison. Alors, de vous à moi, je doute que 1500 signatures suffisent à les faire revenir sur leur décision, mais il paraît qu'Internet fait des miracles. On verra bien. Toujours au chapitre fiction, on va parler de 2 cérémonies attendues. Tout d'abord, le FESPACO, dont la 27e édition est annoncée du 27 février au 6 mars 2021 prochain. Si l'appel à candidature a bien été lancé, à l'heure où nous enregistrons cette émission, peu d'informations circulent sur la liste des films ou séries en compétition. On n'est pas d'ailleurs très sûr que l'événement se tiendra bien, vu le contexte sanitaire, mais bon, on vous en reparle très prochainement. Une autre cérémonie, elle, qui aura bien lieu, ce sont les Oscars. La grand-messe du cinéma se tiendra le 25 avril 2021 à Los Angeles et coronavirus oblige, le dispositif sera probablement revu. Alors, rassurez-vous, je ne suis pas là pour faire des pronostics sur le smoking de Brad Pitt, quoique, mais plutôt pour parler des films africains qui pourraient être nommés aux Oscars. En effet, comme aux Grammy Awards avec la catégorie World Music, qui s'appelle maintenant Global Music, super. Les Oscars ont eux aussi leur catégorie pour tous les films non américains. Oui, on mettra une comédie turque, un thriller mexicain, une love story canadienne et un film de science-fiction espagnol dans le même sac. Parce que pourquoi pas après tout, vous n'aviez qu'à être américain pour commencer. Bref, la dite catégorie donc s'appelle meilleur film international et elle représente souvent l'unique chance pour des milliers de cinéastes à travers le monde de remporter un petit homme doré. Cette année, l'Académie des Oscars, dans un geste de générosité sans précédent, a décidé de passer de 10 à 15 le nombre de présélectionnés pour être nommés dans cette catégorie. C'est pas clair? Ok, alors imaginons que les Oscars soient un concours de Miss. Eh bien, pour faire partie des finalistes, vous savez, celles qu'on va voir à la télé et critiquer pendant 2 heures avant d'oublier leur existence, il faut d'abord que ces candidats soient présélectionnés par le comité. Vous voyez ? Eh bien, disons que pour être nommé pour l'Oscar du meilleur film international, c'est un peu pareil. Pour l'édition 2021, quelques pays africains ont soumis leur pré-candidature pour obtenir une nomination. Il y a ceux pour qui c'est une grande première, comme le Soudan, qui espère être représenté par le film You Will Die at 20. طبعا انت ما طلعت لنا الحله المعولقه دي الخرطوم ما شفتها. Il y a également le Lesotho avec This is not a burial, it's a resurrection. Le Kenya avec le documentaire The Letter qui revient sur l'histoire d'une femme accusée de sorcellerie par son entourage. Hapa kwetu hasa shamba ndio ambao watoto wanaipenda sana. Ino barua ino beandikwa zusi haha. Côté Afrique francophone, le Sénégal va tenter sa chance avec Le Père de Nafi, un long métrage signé Mamadou Dia. عارفين اللي أجي université pour Congo. منذر
tuuboɓe ɓuri en andude poɗɗen ko darnude l'islam en. La Côte d'Ivoire, elle, est en course avec La Nuit des Rois de Philippe Lacotte. Les valets! C'est lui. C'est notre roman. Désormais, tu es roman. Le prince sans royaume. Ce soir ou demain, dès que la lune rouge va sortir, tu devras nous raconter des histoires. Et enfin, le Cameroun est également de la partie avec The Fisherman's Diary, un film de Kang Quintus. Immediate school. Immediate, Papa. Why waste time? Papa, I'm just picking the sing school song. I like her. If you don't ever ask yourself the question about this picking the way they talk book. Now lazy picking them. Book, you know they do anything for woman picking. What are you doing here? Teacher, is it talk na say it? One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. The girl now. She's called Malala. Les quelques rares longs métrages africains seront en concurrence avec l'Indonésie, l'Ukraine, la France, la Malaisie, l'Italie, la Pologne, l'Allemagne. Bref, on croise les doigts et surtout on leur souhaite bonne chance. Nous arrivons à la fin de ce premier épisode de la saison, j'espère que vous aurez apprécié et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager. Retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux en tapant @ledébrief.tv et si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez le faire via PayPal ou Mobile Money via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue de l'actualité africaine. Allez, des bisous et à très vite.